Voilà, je vous propose de démarrer, en tout cas, bienvenue parmi nous. Bienvenue pour cette séquence un peu spéciale autour de l'intelligence artificielle générative. On a le plaisir de vous accueillir. Alors, je vais me présenter assez rapidement. Je m'appelle Ilham Aloum, je suis directrice People Development et Learning pour le groupe L'Oréal en France et j'ai la chance d'appartenir au bureau RH des alumni de Sciences Po et c'est sous le patronage et la présidence de Marie Vézy et Agnès Pauquier, on a organisé cette session ensemble. Et c'est un peu spécial. Pourquoi? Parce que sachez que, et vous êtes bien concernés par rapport à ça, ça fait depuis près un peu plus de 2 ans maintenant qu'on parle de ces sujets d'intelligence artificielle générative. Et on a souhaité, avec le bureau RH, vraiment prendre la parole et avoir avec nous, et on va avoir l'occasion de leur donner la parole aussi, mais prendre la parole autour de ce sujet-là en ayant vraiment un point de vue plutôt alimenté, éclairé sur ces sujets qui sont si sensibles parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une minute où, via les réseaux sociaux, dans les médias, on voit apparaître des sujets autour de l'intelligence artificielle générative. Et lorsqu'on est RH, on a besoin déjà de se forger une première opinion sur ces questions-là, d'autant plus lorsqu'on a la responsabilité du capital humain des entreprises. Donc, je suis ravie pour cette séquence de pouvoir accueillir Jean Côme et Anne. Jean Côme, Renaudin, on le voit à l'écran avec son bel arrière-plan parce que lui, il a réussi à en mettre un. Et donc, Jean Côme et Anne Gréby, qui, elle travaille chez Air France. Alors, je vais vous le dire tout de suite, vous l'avez compris déjà au démarrage de cette séquence. Moi, j'ai la chance de connaître Jean Côme et Anne. On fait partie d'une communauté learning. Et dans cette communauté, on a la chance de pouvoir partager un certain nombre de bonnes pratiques, mais aussi des préoccupations que l'on a. Et avec l'arrivée de cette technologie, c'était important pour nous déjà de se rassembler, d'être ensemble et de discuter avec nos pairs sur nos apprentissages autour justement des questions d'acculturation. Et c'est le thème justement de ce webinaire. Et pour moi, c'est important de les avoir eux. Et pourquoi eux? C'est parce que nous partageons à la fois cette même attention vis-à-vis de nos organisations et des collaborateurs en se permettant justement de tester par nous-mêmes ces technologies, de réfléchir à la bonne manière de pouvoir initier ce change. Et pour le coup, je peux vous assurer que s'il y a bien des personnes qui ont bien creusé ce sujet au sein de l'organisation et au-delà, c'est Jean Com et Anne. Donc, je vais leur laisser la parole. Jean Com, Anne, merci d'être là. Jean Com, je vais commencer par toi, du coup, et je vais te proposer déjà de pouvoir te présenter et de présenter Schneider rapidement. Très bien, mais merci beaucoup Ilem. Très content d'être ici avec vous et merci pour cette opportunité. Donc Jean-Côme Renaudin, moi je suis chez Schneider Electric depuis 15 ans maintenant et depuis 2 ans dans un rôle je suis responsable en fait de ce qu'on appelle la Data and AI School, mais en gros si vous voulez c'est l'académie de learning sur les données et l'intelligence artificielle pour le groupe. Et je suis rattaché dans un département qui gère l'intelligence artificielle à l'échelle pour Schneider Electric. Donc finalement pas rattaché à la fonction RH, mais dans un rôle de gestion du changement et de learning qui est très proche. Donc je travaille main dans la main avec mes interlocuteurs des ressources humaines. Schneider Electric, je ne sais pas si c'est besoin de le présenter, mais donc on est Si, si, c'est important. une société d'origine française mais multinationale, avec une présence dans plus de 100 pays, 150 000 salariés, 38 milliards de chiffre d'affaires. Et notre positionnement sur le marché, c'est que nous accompagnons nos clients pour être plus efficaces avec l'énergie qu'ils utilisent, donc soit avec des automatismes industriels, soit dans la gestion de l'énergie des gens qui gèrent des buildings, des maisons et dans les industries. Donc concrètement, comment on fait plus ou autant avec moins d'énergie? Voilà, bref. Merci Jean Com. Alors Anne, on te passe la parole. Ma chère Anne, Donc, est-ce que tu peux te Anne, présenter voilà, Air bien. France? Donc, Anne, donc je fais partie des alumni de Sciences Po, puisque j'ai fait Sciences Po fut un temps. Euh,
Donc, moi, je travaille chez Air France dans un rôle de veille sur les innovations RH, donc de la veille pour le comité de direction RH. Et je suis chez Air France depuis plus d'une quinzaine d'années où j'ai eu au sein du CODIR RH un certain nombre de fonctions, directrice du développement RH, directrice santé, sécurité au travail et qualité de vie au travail, directrice formation, innovation, directrice campus. Enfin, les termes ont changé, les périmètres également, mais je dirais toujours sur des fonctions de développement. Aujourd'hui, ma fonction, c'est une fonction de veille sur les innovations pour alimenter le CODIR RH en best practice de ce qui se passe dans d'autres organisations. Et donc, concernant l'IA et l'IA générative en particulier, nous, on utilise l'IA déjà dans les ressources humaines depuis un certain nombre d'années, et en particulier dans le learning. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a des outils à base d'IA. Et c'est également le cas chez Air France. Mais depuis, je dirais, l'irruption de ChatGPT sur le devant de la scène, je me suis effectivement penchée très significativement sur le sujet parce que je pense que c'est une technologie qui est en train de révolutionner l'économie. Et donc, à ce titre, elle a beaucoup d'impact sur l'organisation, sur le travail, sur les modes de travail, sur les compétences. Enfin, elle a énormément d'impact. Et donc, je considère qu'il faut absolument être très, je dirais peut-être pas pointu, mais en tout cas très à l'écoute de ce qui se passe pour être capable d'adapter les stratégies et avoir les stratégies les plus pertinentes. Air France, ai-je besoin de présenter Air France? Je pense que dans la salle, nous avons beaucoup de personnes qui sont à Paris, donc qui ont probablement voyagé. Donc, vous savez que Air France est une compagnie aérienne, que nous faisons partie du groupe Air France KLM. Et ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'il y a 3 grands métiers chez Air France. Le métier passage, donc en tant que client, c'est le métier passage que vous connaissez, mais il y a également un métier industriel, de la maintenance des avions, et pour Air France, mais également pour des clients tiers. Et il y a également un troisième métier qui est un métier cargo, le métier de fret. Et donc, c'est 3 métiers différents au sein d'Air France. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus présenter, évidemment, dans le cadre du groupe Air France KLM, donc, où nous sommes en lien avec KLM. Et Anne, je te remercie parce que au travers de ce que tu viens de nous partager, on voit que l'IA générative est en train de redéfinir les contours de beaucoup de secteurs, vraiment et on finit même par se demander jusqu'où il y aura une certaine Oui, limite. Et on voit que même dans notre filière RH, en fait, on ne fait pas exception. De la création, lorsqu'on parle du learning, de la création de contenu personnalisé, on peut parler de learning, on peut parler de marketing, jusqu'à même l'automatisation, je vais y arriver, de certaines tâches répétitives. oui, Euh, les opportunités sont immenses aujourd'hui oui, pour les organisations. Mais pour en tirer pleinement parti, il est essentiel de mettre en place des stratégies d'acculturation efficaces qui permettent de pouvoir embarquer le maximum de collaborateurs, de salariés, d'actifs, et j'allais dire même des écosystèmes professionnels, parce qu'on sait, là on a aujourd'hui, on bénéficie. Grâce à ce webinaire, on va partager un certain nombre d'éléments qui concernent les grandes entreprises, mais les grandes entreprises aussi travaillent avec un ensemble d'écosystèmes de TPE, PME, ETI. Et il est vrai que sur ce sujet-là, on l'a bien vu pendant le sommet de l'IA à Paris ces derniers jours, que le sujet de la culturation, il est clé pour pouvoir réussir justement cette transformation technologique. c'est Euh, ça. ce qui Hélène, fait... juste Vas-y. si je peux compléter, c'est justement pour ça que finalement, en fait, tu as évoqué les learning activists, donc tout le monde ne connaît pas. Donc, juste pour situer, les Ben learning voilà, activists, c'est un groupe de vas-y. partage existe depuis au moins une vingtaine d'années entre des responsables formation de grands groupes. Initialement, il s'appelait le Club de développement des compétences et on l'a rebaptisé il y a quelques années Learning Activists pour exprimer en fait
le caractère, oui, activiste, la conviction profonde de ses membres de l'importance du learning dans les organisations pour la transformation des organisations à la fois économiques et sociales. Dans ce cadre, en fait, j'ai voulu créer ce que nous avons baptisé un lab IA et RH, c'est-à-dire faire un appel aux membres du learning activist en disant il y a bien chez vous quelqu'un qui s'occupe de l'IA et des RH en ce moment, les fonctions, les périmètres sont différents, mais si c'est le cas, eh bien, ça peut vous intéresser de nous rejoindre. Et donc, on fonctionne de la même façon que l'autre groupe, c'est-à-dire un groupe d'échange très ouvert, très informel, un peu organisé quand même, mais de façon, parce qu'on se rend bien compte qu'on est tous en train d'apprendre en marchant. Exactement. Et donc, pour apprendre en marchant, bah, c'est important d'être connecté à ce que font les autres. Et donc, c'est comme ça que bah, on apprend nous-mêmes. Donc, ça s'appelle de l'apprentissage entre pairs. L'autre chose, c'est que, comme vous tous, je pense, qui êtes dans la filière RH, vous connaissez le congrès HR et le congrès LTD du Précathlon organisé par Arcaneo. Et comme le sujet, je considérais que c'était important, pour ne pas dire fondamental, j'ai proposé l'année dernière, ou l'année d'avant même, ouais, il y a 2 ans déjà, oui, en 2023, euh, de faire une session sur IA dans le learning au congrès LTD du mois de juin, et ensuite de faire des sessions sur le sujet au congrès HR. Et de fait, donc, je me suis retrouvée à animer la session de novembre, une des sessions de novembre du congrès HR, et nous sommes actuellement en train de préparer les sessions du mois d'avril, parce que moi je trouve que c'est un sujet très important et sur lesquels je considère que, comme les grandes entreprises, pour un certain nombre, se sont vraiment emparées du sujet, il y a un devoir d'exemplarité, de partager, parce que c'est aussi un sujet qui peut inquiéter, et il faut avoir une approche vraiment pragmatique et sans tabou pour réussir en fait ces stratégies d'acculturation. Et je pense que la peur n'est pas bonne conseillère. Mm. Voilà. Et tu as raison, Anne, de partager. Donc déjà, je te remercie parce que c'est justement le bénéfice des échanges qu'on peut avoir dans cette communauté où on a ce souci à la fois, mais tu l'as bien dit, de pouvoir pas se rassurer, mais déjà se forger une propre opinion Oui, autour de ces sujets-là et le pourquoi. Le pourquoi aussi de l'intérêt de ces échanges, c'est parce qu'on a été inondé, et c'est important de le rappeler, dès l'émergence de l'arrivée de ChatGPT, d'un certain nombre d'études réalisées par un certain nombre d'organisations au niveau mondial qui indiquaient que cette technologie allait générer des gains significatifs de productivité, générant aussi la suppression d'un certain nombre d'emplois, d'où oui, la peur qui a été engendrée. oui, Et donc, suite à ça, il est vrai que dans des organisations, tout le monde se pose la question de si bénéfice, est-ce que c'est utile ou pas pour mon organisation? Donc, il fallait déjà la tester et se forger une propre opinion, donc chacun dans son secteur d'activité, pour voir effectivement ce que cela signifiait. Et c'est là où je trouve intéressant dans ce qu'on va partager justement dans le cadre de ce webinaire, que le sujet de la productivité, en fait, c'est pas le premier angle qu'il faut regarder, mais qu'on est vraiment sur un sujet déjà de compréhension, d'acculturation et ensuite d'exploration en termes d'innovation pour voir effectivement le bénéfice que l'on peut, cette technologie peut générer en fonction des entreprises, en fonction des secteurs d'activité. Et du coup, ça m'amène, Anne, une première question pour toi, parce que typiquement, dans ton écosystème professionnel, quels sont les grands défis justement qui émergent au regard de cette technologie et qui font que pour vous, ben, sur le sujet de l'adoption, vous avez de véritables challengers. Ah, est-ce qu'on a perdu Anne? Je ne vois plus Anne. ouais, je suis revenue, moi. Ah Pardon, oui, ça y est. Ça avait coupé. ça y était revenu. On t'entend, Anne. Ouais. Donc voilà, je te disais, Anne, c'est quels sont les principaux défis que vous avez identifiés dans ton écosystème, tu vois, autour de l'adoption? Bah, moi, je pense que le premier défi, c'est le fantasme.
C'est-à-dire, on on a lu tellement d'articles, sur le sujet qu'on peut être tenté d'être paralysé par la peur. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire: «Oh là là, ça va supprimer mon job. Oh là là, ça va supprimer le job des autres. Oh là là, quel est l'impact que ça va avoir sur l'emploi?» Donc moi, je pense que le défi, c'est de dépasser ça et c'est, de rentrer dans une approche expérimentale. C'est-à-dire que je considère que, heu, pour se faire une opinion sur l'IA générative, c'est important de le pratiquer. Parce que je trouve personnellement que tant qu'on ne pratique pas, on ne comprend pas l'impact que ça peut avoir. Et je trouve qu'en pratiquant, on commence à comprendre l'impact que ça peut avoir pour nous et du coup, l'impact que ça peut avoir aussi pour les autres. Donc, je pense qu'il est important, d'allier à la fois, bon, la connaissance académique parce que malgré tout elle existe, et cetera, mais aussi la connaissance, pratique. Moi, je pense que c'est un défi important. Je pense après qu'il faut non plus, pas, enfin, je pense que c'est à la fois un sujet d'acculturation, mais c'est aussi un sujet de cas d'usage. C'est-à-dire que Air France est beaucoup rentré par les cas d'usage, c'est-à-dire identifier quels sont les domaines dans lesquels on considère qu'il y a le plus de gains et focaliser l'énergie sur les cas d'usage. Mais c'est aussi un sujet d'acculturation. Mais comme dans tous les sujets de conduite du changement, qui trop embrasse mal étreint, et en même temps, qui n'en fait pas assez n'y arrive pas. Donc, le tout, c'est vraiment de comprendre quel est le dosage, à quelle vitesse il faut aller, quelles sont les stratégies pratiques à mettre en œuvre pour que les gens à la fois s'emparent, commencent à se rendre compte de à quoi ça peut leur servir et puissent avoir aussi les gains de productivité associés. Mais je pense que c'est important d'avoir une approche de conduite du changement. Et puis, moi, je pense qu'il y a quand même un défi qui est plus livresque aujourd'hui, mais je pense qu'il est quand même vraiment réel, qui est que cette, ces technologies peuvent être assez peu inclusives, au sens où c'est quand même les CSP++ qui s'en emparent, et donc c'est pas tout le monde. Et donc, quand on parlait de la fracture numérique, là, c'est encore un cran supplémentaire de la fracture numérique. En plus, quand on rajoute le fait que l'essentiel de ces IA sont quand même conçus par un milieu quand même assez masculin, elle continue à propager des stéréotypes. Donc, ça va bien si on n'a pas de recherche qui puisse avoir un impact sur le genre, mais malgré tout, c'est quand même ça. Donc ça, je pense que c'est quand même des défis un peu persistants, parce que c'est pas facile de régler ça, parce que tout simplement, il y a moins de femmes dans les filières STEM, et à partir du moment où c'est quand même 80% des hommes qui conçoivent ces outils, ben, ils vont amener, je dirais, leur vision et leur conception. Donc, je pense que on est actuellement dans le défi de l'appropriation. Demain sera aussi, et aujourd'hui, je pense déjà, le défi de le retour sur investissement, c'est-à-dire, oui, on met de l'énergie, mais est-ce que ça a un quelconque intérêt? Donc, il faut aussi avoir des retours sur investissement, comme à chaque fois qu'on investit sur les technologies. Mais pour après-demain, et ça se passe déjà aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas une technologie qui augmente la distance et vous savez, on parlait de la fracture du corps social, mais oui, un petit peu quand même, parce que c'est des capacités supplémentaires, parce que quand on commence à utiliser ces IA, on voit bien qu'on acquiert des capacités d'action supplémentaires. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ceux qui n'acquièrent pas ces capacités d'action supplémentaires? Tout à fait. Anne, pour juste une question importante, chez Air France, vous avez votre propre GPT? Oui, ça fait partie des convictions qu'on a eues dès le début, c'est-à-dire qu'il était important de sécuriser les données,
Et comme on sait que c'est des systèmes qui apprennent, Air France a mis en place, je n'ai plus la date exacte, mais assez rapidement, un modèle qui s'appelle Thalia, et qui est effectivement un modèle sécurisé et qui, un peu comme dans d'autres grands groupes, évolue progressivement, ses fonctionnalités s'enrichissent progressivement. Merci Anne, ça me permet Mais on de... n'a pas fermé l'accès à ChatGPT. Ah, alors On ça, l'a pas fermé. On a des warnings partout, du genre attention, rien de confidentiel, attention si vous vous connectez d'un PC du bureau, enfin bref, donc vous ne pouvez pas rater les warnings. Mais pour le moment, ça n'est pas fermé. Voilà. Moi, par entendu. sécurité, personnellement, je l'utilise avec mon adresse personnelle. Voilà. C'est un élément important qu'on verra justement dans la question de la stratégie d'acculturation. Mais le point que tu viens de partager, Anne, moi, je me permets de partager aussi l'expérience de L'Oréal. L'Oréal a aussi son propre GPT, mais à l'inverse de vous, tous les autres intelligences artificielles sont effectivement fermées. On oriente les collaborateurs pour aller utiliser uniquement notre GPT, justement. Et on verra sur la question de la confidentialité de la donnée, sur la sécurité de l'information. C'est un élément qui se discute et on voit bien qu'il y a des stratégies différentes en fonction des entreprises. Jean-Com, du coup, je vais te poser la même question. Pour Schneider, vous avez vous aussi votre propre GPT? Oui, alors nous, on a en fait en juillet 2023 déployé une version sécurisée de ChatGPT qui était accessible dans Microsoft Teams pour tous les salariés. Donc, l'idée, en fait, qui était présentée aux salariés, c'était qu'ils avaient maintenant un nouveau collègue virtuel. Et c'est pour ça qu'ils le retrouvaient dans Teams comme les autres collègues. Et l'idée, c'était aussi de rendre l'accès facile parce que les gens, en tout cas les employés de bureau, vivent dans Outlook et dans Teams. Et donc, c'était de leur amener la technologie là où ils habitent, quoi. Donc voilà, rapidement, c'était une des initiatives qui a été mise en œuvre. Les gens ont été ensuite formés et on a fait pas mal de choses. On en parlera peut-être tout à l'heure sur le sujet. Donc Oui. version sécurisée. Et en revanche, on a interdit ChatGPT de OpenAI pendant un moment. En revanche, les autres IA génératives. Donc en fait, initialement, ça a été bloqué au moment du lancement de notre GPT qui s'appelait Joe ChatGPT. En revanche, les autres IA, il y a plein d'IA qui sont ouvertes et un peu comme ce qui est fait chez Air France, il y a des messages clairs sur le type de données classifiées qui peuvent être publiées dans ces outils. Concrètement, c'est toute donnée publique peut être utilisée dans n'importe quelle IA. Toute classification au-dessus de public ne peut pas être utilisée à part dans les IA validées maison, entre guillemets. Et Jean Com, je trouve intéressant aussi d'avoir le partage de votre expérience chez Schneider parce que vous avez mis en place un programme d'acculturation qui a été d'ailleurs récompensé par quelques prix. Et bravo pour ça. Mais qui ont permis justement de pouvoir accompagner les collaborateurs et en essayant d'être, c'est pour moi en tout cas l'un des programmes d'acculturation les plus complets que j'ai pu voir. Est-ce que tu peux nous décrire les quelques piliers qui ont été les vôtres, les choix que vous avez faits? D'accord. Peut-être pour donner juste un petit élément de contexte, donc je vous disais que moi je suis rattaché au Chief AI Officer du groupe. Donc Philippe Rambach, il a été nommé en 2021, donc avant la vague générative AI, qui était quand même une décision assez, on dit bold en anglais, mais pour le groupe, parce que chez les groupes industriels, je pense qu'il y avait peu ou pas de Chief AI Officer. Et la mission de Philippe Rambach, c'est de tirer l'IA à l'échelle pour le groupe. Et ça veut dire quoi? C'est de l'IA pour l'interne, donc pour améliorer l'efficacité et l'innovation de nos salariés dans les ressources humaines, la supply chain, la finance, etc. Dans un modèle où on achète des solutions et on les implémente, ou alors des modèles où on les fabrique. Et le deuxième chose qu'on fait dans l'AI Hub, c'est qu'on fabrique des solutions qu'on vient intégrer dans les produits, services que l'on vend à nos clients. Donc, c'est vraiment un peu les deux piliers. C'est quand même une équipe de 350 personnes qui est répartie sur 3 géographies en Inde, aux États-Unis et puis en France, plus un pôle qu'on a en Chine, mais qui est un peu séparé. Et donc ça, c'est les experts de l'IA qui travaillent main dans la main avec les ressources humaines. Donc les ressources humaines, par exemple, amènent la compétence domaine RH et les gens de nos équipes apportent la compétence IA. Et donc, pourquoi est-ce que je vous décris ça? C'est qu'en fait, moi, quelque part, mon équipe
et la partie people de cette transformation. Donc, il y a une partie technologique et une partie people. Et donc, nous, notre enjeu pour le groupe, comme on fait de l'IA à l'échelle pour tous les salariés, c'est comment on va favoriser l'adoption future de ces solutions-là. Moi, je suis convaincu que ce qui fera l'adoption ou pas de n'importe quelle transformation digitale, et en particulier celle-là, c'est l'aspect humain. Donc, en fait, sans upskilling, il n'y aura pas d'adoption, et sans adoption, il n'y aura pas de valeur. Donc, en fait, il y a un lien très simple pour les dirigeants, c'est qu'on investit beaucoup, toutes les sociétés investissent beaucoup en technologie, mais peu investissent sur la partie skills. Donc nous, en fait, on a fait ce constat dès le départ et on a lancé un programme d'acculturation qui a un enjeu qui est double. C'est d'une part, c'est d'adapter les compétences des collaborateurs aux nouvelles réalités du marché du travail. Et d'autre part, en fait, c'est les doter d'outils nécessaires pour tirer pleinement parti des opportunités que l'IA va nous offrir. Donc, on a lancé ce programme qui s'appelle AI Upskilling at Scale. Donc, je suis désolé, je vais faire beaucoup d'anglicisme, mais c'est notre langue de travail. Et donc, ce programme, il touche plusieurs populations, mais je vais me focaliser sur la population monsieur et madame tout le monde, puisque c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un programme un peu plus, c'est pas vraiment un programme de formation, c'est un programme de conduite de changement. Donc, notre approche, elle est en 3 étapes. Donc, Learn, la partie éducation. Donc, l'idée, c'est de familiariser les collaborateurs aux fondamentaux de l'IA. Donc, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce que l'IA et l'IA générative pour eux en tant que personne, pour eux en tant qu'employés. Et puis après, donc, il faut qu'ils comprennent la stratégie du groupe sur l'IA. Et on veut les faire basculer de je comprends à je fais. Et donc, on arrive au deuxième pilier qui s'appelle Act. Donc, l'idée, c'est de les basculer en mouvement pour qu'ils touchent du doigt la technologie. Et je rebondis sur ce que disait Anne tout à l'heure. Encore plus que les autres technologies qu'on a vues avant, si vous ne touchez pas, enfin je pense que vous l'avez tous expérimenté dans cette réunion aujourd'hui, si vous ne touchez pas la technologie, vous avez du mal vraiment à comprendre à la fois le potentiel positif, mais aussi les limites de ces outils, parce qu'évidemment, ils en ont. Et donc, on essaye, nous, de développer au travers de ce programme-là aussi une culture de l'expérimentation. Parce que la technologie, finalement, importe peu, elle change très, très vite. Vous voyez, par exemple, là, notre Joe ChatGPT, on l'a décommissionné 1 an et demi après, et on vient de lancer Copilot Web, qui est la solution de Microsoft, en remplacement. Parce qu'il est mieux, parce qu'il est connecté au web, parce qu'on peut générer des images, pour plein de bonnes raisons. Donc, en fait, la technologie importe peu. Ce qu'on essaie de développer chez les salariés, c'est la compétence, en tout cas sur l'IA générative, la compétence d'utilisation de ces technologies. L'esprit critique, le fait de garder l'humain dans la boucle, etc., etc. Donc, cette partie acte, en fait, on fait des webinaires, on a fait des événements, on fait beaucoup d'événementialisation, parce que dans le domaine de la formation, il y a une petite fatigue post-Covid des formations en ligne. Et donc, moi, je suis aussi très convaincu qu'il faut remettre de l'humain dans la formation et donc faire un événement. C'est des hommes et des femmes qui se retrouvent, alors peut-être de manière digitale, mais qui se retrouvent physiquement ou en ligne et qui peuvent échanger sur un chat, qui peuvent jouer avec les technologies, dire que la technologie ne marche pas, qui peuvent montrer en live que les fails et les succès. Et donc voilà, on fait ces événements, ça s'appelle des promptatons, on fait plein d'événements comme ça, des prompt parties, qui ont pour objectif que les gens touchent du doigt la technologie dans le contexte de leur métier. Donc, on va faire des promptatons pour les HR où on va parler de talent management, de recrutement, de talent development. Et donc, on va faire des cas d'usage spécifiques pour les métiers. Et la dernière partie, le dernier pilier, ça s'appelle Advocate, parce que l'idée, c'est de transformer une petite portion des gens qui vont au travers de notre démarche. Donc, j'ai fait la partie éducation, j'ai fait la partie action, et on veut créer des champions, en fait, qui sont finalement une équipe étendue pour moi, parce que nous, on est une petite équipe, mais on a besoin de toucher 150 000 salariés. Et donc, ces gens-là, en fait, c'est des leaders qui ne sont pas des leaders qui sont nommés par l'organisation, mais c'est des leaders naturels. C'est des gens qui font le jour et la nuit de l'IA générative et qui lèvent la main et qui disent moi, ça m'intéresse sur mon périmètre de responsabilité dans la supply chain aux États-Unis, au Vietnam, d'être le champion IA pour l'organisation. Et donc, voilà, ces gens-là, en fait, concrètement, on leur donne un rôle particulier, on leur fait des trains de trainers pour qu'eux-mêmes puissent faire des promptatons, pour qu'ils puissent former les gens. Et puis, c'est des gens aussi qui vont nous aider à remonter des cas d'usage. Et donc, quelque part, ça, c'est une approche bottom-up qui vient compléter l'approche un peu top-down qu'on a avec notre organisation IA,
où on a nommé partout dans l'organisation des monsieur et des madame IA. Donc, en fait, ça, c'est du top-down. Et puis, avec notre approche d'acculturation, on fait du bottom-up. Donc, voilà, l'idée, en fait, au-delà des indicateurs de suivi, de nombre de personnes formées, de Tu peux aussi cours. partager, Jean, comme ça représente combien de personnes formées aujourd'hui? Alors, en 2024, il y a 48 000 salariés uniques, donc sur les 150 000, qui ont suivi des formations, principalement des cols blancs, mais on a près de 30% de cols bleus qui ont aussi fait des formations. Donc ça, on en est assez fiers parce que c'était pas du tout évident, mais on a essayé aussi de faire de la démocratisation sur des populations qui sont un peu de côté par rapport au digital et à la technologie. Donc, au-delà de ça, en fait, ce qu'on essaie de préparer, c'est l'adoption future de l'IA dans les process, parce que vous avez bien compris que ChatGPT, en fait, la productivité, moi, je considère que c'est la productivité individuelle. Donc, vous allez décider ce que vous allez faire de la demi-heure, la 1 heure ou des 2 heures que vous allez sauver. Ce n'est pas quelque chose qui est capté par l'entreprise vraiment. En tout cas, c'est difficile de le mesurer. En revanche, quand vous allez mettre de l'IA dans un call center pour accélérer le travail d'un agent, là, il va y avoir de la productivité nette, en fait. Et donc, pour que les agents soient prêts, il faut qu'ils aient compris comment cette technologie fonctionne. Jean Com et Anne, il y a une question dans le chat qui fait référence justement, Jean Com, à ce que tu as partagé, parce que tu as mentionné copilote et tu disais, peu importe la technologie, de toute façon, il y a besoin de mettre des moyens et prendre du temps sur l'acculturation. On a besoin d'upskiller, on a besoin de former les gens. Mais de fait, aujourd'hui, est-ce que donc tu as mentionné copilote donc, qui arrive donc, chez Schneider. Anne, tu as copilote aussi, ou tu as exclusivement d'autres modèles de langage et vous avez, parce qu'il y a eu, vous avez toute une phase où on est passé à tester effectivement plusieurs modèles de langage, dont copilote, et avec ce rapport quand même, parce qu'on parlait de l'investissement, ce rapport au coût, où on sait que les modèles de langage n'ont pas le même prix. C'est ça. Donc, non, nous, en fait, on utilise une version sécurisée qui est sur une base ChatGPT. Et il y a eu effectivement toute une expérimentation dont j'étais sur l'utilisation de copilote. Et finalement, ça a été retenu, mais sur un périmètre restreint. Alors que Thalia est ouvert absolument à tous. Voilà. D'accord. D'accord. Alors juste peut-être, je vais préciser quelque chose parce que Microsoft a fait un très très bon travail de saturation du marché avec le nom Copilot, donc une belle Ouais. technique marketing Ouais. que d'autres sociétés très fortes en marketing utilisent. Mais Copilot, en fait, juste pour que je précise, c'est Copilot, ce qu'ils appellent Ouais. chat, c'est Copilot Web, qui est entre guillemets la licence gratuite inclue dans les packs Office des entreprises. Donc, Voilà, le bon donc ce sens n'est pas, très ce n'est évident. pas Copilot dans Word, Excel, PowerPoint, Ouais, Très Teams, bien. c'est ça etc. qu'on a testé, nous. C'est la version web. Donc, voilà, Ok. c'est ça qu'on pivote en fait de notre solution maison qui était aussi sur une base d'OpenAI Microsoft Azure. On bascule sur le Copilot web que vous trouvez dans Bing si vous avez ça Ouais. sur votre ordinateur personnel. Et Et du Jean Com, de fait, c'est intéressant parce qu'on voit, tu vois, l'expérimentation a permis aussi de pouvoir faire des sélections dans la technologie que les entreprises ont décidé en tout cas d'utiliser et de mettre en œuvre dans leur écosystème. Moi, je veux vous poser cette question-là. Quelles sont pour vous, au regard à date là, de vos expériences respectives, les opportunités les plus prometteuses que vous avez identifiées grâce à l'IA générative? Euh, J'allais dire pour vous, dans votre filière, mais aussi dans vos entreprises. Et je me parle de manière générique, hein, sans être très spécifique, mais de manière D'accord. générique. Tu vois, en fait, ça renvoie au sujet des cas d'usage. Parce que, en fait, effectivement, comme dit Jean Côme, quand tu l'utilises à titre personnel, c'est de la productivité personnelle. Alors, cela étant, la productivité personnelle, c'est pas inintéressant. Et effectivement, en fonction des tâches, on peut avoir beaucoup plus, enfin, des gains de temps significatifs ou peu de gains de temps significatifs. Et en plus, ce qu'il faut voir, c'est que comme il y a quand même un temps d'apprentissage, le gain de temps individuel et peut être, en tout cas pendant les premiers temps, voire la première année, voire peut-être même plus, en fait absorbé par le coût d'acquisition des nouvelles technologies. Donc, en fait, tout le temps qu'on met à apprendre, finalement, certes, on en gagne un peu, mais à la fin, on n'en gagne pas tant que ça. Mm. Après, je pense que
Les cas d'usage, eh bien, je dirais qu'ils dépendent des métiers. Et donc, tu vois, par exemple, nous, on a mis en place, on a des POC en cours sur, par exemple, quelque chose qui peut sembler trivial, mais qui est potentiellement avec de l'impact. C'est quand vous êtes dans un avion et il y a une panne au démarrage, vous savez, parfois ils disent, ah, il faut aller chercher la pièce et il faut changer une pièce, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut être long. Et donc, ça peut être long parce qu'en fait, il y a énormément de pièces, il y a énormément de... Voilà. Et donc, il y a un outil qui a été en train d'être développé et expérimenté qui s'appelle Charlie et qui est justement pour aider les mécanos à identifier rapidement la pièce pour se la faire apporter et pour accélérer en fait le temps de départ du vol. Donc, je n'ai pas eu accès à l'ensemble du business case, mais vous voyez bien que si vous avez des passagers en termes de satisfaction client, s'ils attendent un quart d'heure ou s'ils attendent 1 heure et demie, ce n'est pas du tout la même chose. En termes d'organisation et d'efficacité générale des opérations, ce n'est pas non plus la même chose. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, nous, ça c'est un des exemples. Un autre outil qui est un outil d'analyse des verbatines clients qui s'appelle Fox. On a comme ça un certain nombre d'outils. On a même un outil qui est mis en place pour les clients qui s'appelle My Trip Assistant. Vous savez, quand vous utilisez ChatGPT, que vous voulez partir en vacances et que vous voulez partir au soleil et j'en sais rien, qu'il fasse beau et que etc. Donc, à supposer que vous preniez encore des longs courriers si vos convictions vous y autorisent. Mais si c'est le cas, en fait, c'est parfois un peu compliqué. Là, c'est un assistant pour vous aider à identifier non seulement la destination, mais en plus comment faire pour y aller avec des lignes Air France. Voilà. C'est des exemples, mais des exemples comme ça, je pense qu'on a à peu près 80 cas d'usage qui sont en cours. Donc, je vous en donne quelques-uns. Les études disent toutes qu'un des domaines d'application, c'est les call centers. Voilà, donc effectivement, c'est un des domaines d'application où il peut y avoir effectivement pas mal de gains de productivité et d'impact sur le métier, c'est sûr, mais parmi d'autres, parce qu'il y a d'autres métiers, et donc c'est clair que la fonction RH est identifiée par toutes les études comme étant une fonction qui potentiellement pourrait avoir des gains de productivité, mais en fait, c'est pas en général, vous comprenez? C'est spécifiquement process par process, sous-process par sous-process. J'ai discuté avec notre directeur juridique social qui a choisi une IA et qui disait que c'était extrêmement puissant et effectivement que un peu tout le travail de fond qui est fait par les juniors ou les stagiaires, etc., finalement, ils n'en avaient plus autant besoin qu'avant. Et donc, effectivement, ça pose la question de comment les juniors, maintenant, vont rentrer dans le monde du travail, comment est-ce qu'ils vont faire pour acquérir les compétences, puisque ce par quoi ils apprenaient le métier, qui était chercher les données, passer des heures, finalement, il est facilité par des IA. Ce que tu dis, Anne, est important, d'autant plus lorsqu'on regarde les études aujourd'hui qui sont faites au niveau des business schools, des études des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. 80%, 80-85% des étudiants utilisent de manière quotidienne les intelligences artificielles génératives Oui. et se posent. Et c'est 20% des professeurs, on a lu le même article. Voilà. Exactement, Voilà. exactement. Oui. Et c'est pour ça qu'on intègre aujourd'hui ces jeunes recrues pour des stages, pour de l'alternance et dans leur emploi, dans leur premier emploi dans les organisations. Et c'est pour ça que le premier pilier que mentionnait Jean Côme, justement sur l'acculturation et la formation, sont essentiels. Et c'est là où moi j'ai une question pour Jean Côme sur les actions qui ont été mises en œuvre chez Schneider. Jean Côme, vous avez réalisé un certain nombre de challenges, vous avez mis en place des actions très concrètes et tu parlais de l'importance aussi des actions en présentiel. Euh, Quelles sont pour toi les actions qui ont été, au regard des craintes que mentionnait tout à l'heure Anne, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de peurs qui existent et on voit bien hein, la France est le pays où les peurs sont les plus importantes. Oui. Euh, donc, qu'est-ce qui a fonctionné chez Schneider dans les actions que tu as mis en place, Jean Côme, avec les équipes, qui ont permis de démystifier justement l'IA et d'encourager son adoption?
Alors, enfin, je vais focaliser peut-être sur l'IA générative, mais Oui, oui. hier, par exemple, je présentais comment ça s'appelle ça, aux instances représentatives du personnel européennes. Et donc, voilà, j'aurais posé au début de la session des questions sur est-ce qu'ils avaient CSE fait les européen. formations. Est-ce qu'ils avaient fait les formations? Enfin, est-ce qu'ils utilisaient les outils, etc. Et effectivement, il y a une portion de l'audience qui ne les utilisait pas et ne voulait pas les utiliser parce qu'ils en avaient peur. Et donc, on a peur de ce qu'on ne comprend pas, en fait. Donc, la première démarche, en fait, importante, c'est bien de comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut accompagner les salariés. Donc, moi, je trouve que ce qui a bien marché, au-delà des, de la mise à disposition des formations, qui était quelque chose d'important, hein, parce que, en fait, toutes les formations qu'on a fait, en tout cas en 2024, elles n'étaient pas obligatoires. Mais le parti pris qu'on a pris, c'était de mettre à disposition des formations et de faire beaucoup, beaucoup de communication. Donc, c'est une espèce de machine marketing. Parce qu'on est dans la guerre de l'attention. Enfin, les gens, ils n'ont pas de temps, concrètement. Des formations, il y en a plus que ce qu'il n'en faut sur les étagères de toutes les académies. Et donc, il faut être dans le flux, quoi. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de marketing dans toutes les communautés en essayant de le customiser par métier pour qu'on soit déjà visible. En fait, la question, c'est pas d'avoir une bonne offre ou pas. L'offre, elle est bonne par défaut, mais c'est est-ce qu'elle est visible. Donc, on a eu pas mal de consommation des formations. Mais après, vraiment, je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est l'événementialisation. Parce qu'on a fait, par exemple, des webinaires. Je peux vous citer, c'était en juillet 2023 où on a fait venir un partenaire externe qui a parlé de l'IA ou l'humain qui décidera du futur. Donc, sujet glissant. J'ai fait intervenir donc Jean-Philippe Desbioles de chez IBM qui a écrit un bouquin sur ce thème-là que je vous conseille de lire. Et en face, on a pris Marc Beauchirol qui est un de nos SVP qui représente probablement la plus grosse partie des salariés du groupe. Et donc, Marc s'est retrouvé à devoir faire ce chat avec Jean-Philippe devant une audience de 1500 ou 2000 personnes. Donc, évidemment, sujet compliqué. Et c'était un choix volontaire de se mettre nous-mêmes en déséquilibre parce que c'est des sujets que les salariés discutent tout simplement. Et en fait, plutôt que de les cacher, en fait, on a préféré prendre le parti de créer un événement où toute question était possible. Et ces webinaires, d'ailleurs, ils sont vraiment construits comme ça. Ce n'est pas des open line où tout est scripté. Il y a un chat, les gens peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, tout le monde les voit, et puis nous, évidemment, on les prend et on les relaie. Et donc, Marc a dû répondre à des questions de quels sont les job codes qui allaient être supprimés demain, quels étaient les skills qu'il fallait développer, comment l'entreprise allait les aider, etc. Donc, des questions légitimes des salariés. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche bien, en fait, c'est d'avoir un discours vrai et transparent. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Anne ne sait pas si demain, 1000 emplois vont être changés. Concrètement, on ne sait pas. Donc, en fait, on va apprendre ensemble. Donc, le discours, c'est faisons ça de manière transparente, salariés, représentants du personnel, entreprise. Et c'est un peu notre responsabilité. Donc, c'était mon message hier aux instances représentatives du personnel. C'est marchons ensemble, en fait, concrètement. Donc, ils ont une plénière en juin. Je leur ai demandé de me nommer 4 personnes de chez eux que je vais former et c'est eux qui vont former les autres instances du personnel sur l'utilisation de l'IA pour pouvoir challenger notre SVP Europe HR lors des négociations entre la direction et les salariés. Voilà. Donc, en fait, utilisation de la technologie dans le contexte du travail pour un représentant du personnel, c'est de la négo. Utilise ChatGPT pour faire de la négo. Intéressant comme approche, mais en tout cas, ça montre à quel point, lorsqu'on a ce souci de pouvoir démystifier le sujet de l'IA, je vois là dans le chat admettez comment embarquer des collaborateurs pétrifiés par ce changement et le fait de se dire, ben écoutez, on est en train de marcher sur un pont qu'on construit en même temps, c'est quand même une réalité. Et le je ne sais pas, en fait, c'est pas quelque chose que l'on voit dans les études, hein. On parlait des études et des informations et on peut même dire de l'infobésité qu'il y a aujourd'hui autour de ces sujets, mais force est de constater déjà par vos retours que nous sommes tous dans une d'apprentissage. Ouais. Et moi, Ça, ce c'est que je très voudrais important dire, parce que Hélène, juste là-dessus, c'est que euh, la fonction RH n'est pas toujours très technophile. Et quand on regarde les utilisateurs principaux en tranche d'âge et en genre,
les principaux utilisateurs, 2 tiers, c'est quand même plutôt des 25-35 qui utilisent ces technologies, et c'est plutôt aux 2 tiers quand même plutôt des hommes. Donc, quand je me retrouve avec des personnes RH dans la salle, je dis, écoutez, c'est quoi la représentation de la fonction RH? Plutôt plus de 25 ans, plutôt plus de 35 ans, plutôt 80% des femmes. Et donc, je dis, écoutez, c'est pas un mystère si vous vous sentez pas à l'aise par rapport à ça. C'est pas un mystère parce que si ça avait été quelque chose par rapport auquel vous étiez à l'aise, vous seriez allé vers l'IT. Vous seriez pas allé vers les RH. C'est pas quelque chose de naturel. Mais je continue en disant, écoutez, je raconte cette anecdote, mais qui est réelle, qui est que je suis absolument incapable de faire des masques PowerPoint. Et donc, quand même, PowerPoint est sur le marché depuis très longtemps, et moi, je ne suis pas capable de faire des masques. Je suis capable de remplir quand on me donne un masque, mais je ne suis pas capable de faire des masques, parce qu'en fait, j'ai toujours refusé de m'y mettre. C'est tout. C'est que je ne m'y suis jamais mise. Et je pense que ce qui est important, c'est que les salariés comprennent que c'est effectivement une technologie qui va avoir beaucoup d'impact et qui est effectivement révolutionnaire, et que donc on ne peut pas rester à observer même si on ne sait pas. Et donc moi j'encourage beaucoup les gens à dire, écoutez, il faut y aller ensemble, il faut pas croire que ça vient tout seul, parce que ça ne vient pas tout seul, parce que peut-être les 25-35 ans qui sont nés dedans, eh ben, ils y arrivent tout seuls du premier coup. Moi, je peux vous garantir que j'y arrivais pas toute seule du premier coup. Loin s'en faut. J'ai beaucoup galéré, et j'utilise l'image suivante qui est bien connue en disant, quand des enfants apprennent à marcher et qu'ils tombent par terre, est-ce qu'on dit, mon Dieu, ils sont tombés parce qu'ils sont nuls? On ne dit pas, ils sont tombés parce qu'ils sont nuls. On dit, ils ont tombé parce qu'ils sont en train d'apprendre à marcher. Et bien là, c'est pareil. Et donc, je dis, il faut se décomplexer. Et en plus, je considère que c'est un conseil que m'avait donné Cécile Dejoux, que tout le monde connaît, et c'était au moment du lancement des MOOC. Et je disais, mais Cécile, donc elle était conférencière à l'époque chez nous, et je dis, mais comment vous faites pour convaincre les gens d'utiliser des MOOC? Parce que ce n'était pas évident, les MOOC à l'époque. Maintenant, on est habitué, mais il y a 8-10 ans, ce n'était pas si évident que ça. Elle me dit, je pense que ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui leur fasse plaisir. Et donc, c'est ce que nous, on a fait, en tout cas pour l'acculturation au MOOC et l'utilisation au MOOC. On a réellement promu des choses qui sont du domaine du développement personnel, qui sont des choses qui font plaisir aux gens parce que ça touche des problématiques qui leur sont propres. Et donc, en matière d'IA, une des choses, par exemple, qu'on peut faire dans nos sessions de sensibilisation, c'est de leur dire, bon, écoutez, on va commencer par planifions notre voyage. Parce que planifier un voyage, partir en vacances, c'est quelque chose qui fait plaisir. Pour un public Air France, vous êtes sûr que vous êtes gagnant à tous les coups, parce que les gens, ils sont toujours contents de partir en vacances et de planifier leur voyage. Et je vais au-delà. Depuis, j'ai découvert les travaux de quelqu'un dont je suis absolument fan, qui est le directeur du Behavior Lab de Stanford, qui s'appelle BJ Fogg, F-O-2-G, qui travaille sur les habitudes. Et quand on parle des habitudes, donc là, en l'occurrence, c'est changer d'habitude, parce que c'est d'utiliser des choses complètement mystérieuses et même sur lesquelles on se sent complètement incapable. Et BJ Fogg dit, pour créer une habitude, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. Il ne suffit pas de le faire 20 fois pour créer une habitude. Pour créer une habitude, il faut en fait créer des émotions positives. Et c'est le fait d'avoir des émotions positives qui peuvent aider à créer une habitude. Et donc, lui, il a tout un protocole pour expliquer, ça s'appelle son livre Tiny Habits, peu importe. Mais je pense que, voilà, on est dans un contexte de conduite du changement où il faut créer des nouvelles habitudes. Donc, il faut, j'en suis absolument convaincue, eh bien, que ça vous fasse plaisir. Et donc, moi, j'insiste beaucoup là-dessus, sur le fait qu'il faut aider les gens à être dans une situation où ils vont se sentir petit à petit plus compétents, où ils vont faire ça sur des choses
qui ne sont peut-être pas du domaine professionnel au début, mais peu importe, parce qu'ils vont s'en emparer, ils vont comprendre comment ça marche, et une fois qu'ils auront compris comment ça marche, ils pourront l'utiliser pour autre chose. Donc, je pense qu'il ne faut surtout pas être dans une approche hyper prescriptive. Faites ça parce que comme ça, vous allez gagner tant de productivité. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et Je voudrais juste revenir, Hélène, Axel, sur un point, parce qu'en fait, pour pas qu'il y ait de confusion, en fait, ce qu'on décrit avec Anne sur ChatGPT, ou que ce soit public ou votre version sécurisée en entreprise, pour moi, ça contribue à la culturation. C'est l'utilisation de la technologie IA générative. Moi, personnellement, mais ça c'est un avis personnel, je pense que ça amène de la productivité au niveau de l'individu. D'ailleurs, il y a... Mais pas que de la productivité, moi je Ouais, dis de la qualité ah, aussi, et de la la qualité. créativité. Moi je pense Mais que c'est pas que de la qualité, de il y la a une étude productivité. d'un chercheur là, de HEC qui s'appelle David Restrepo qui parle de ce sujet et qui explique ça, en fait, que la valeur est captée par l'individu. Et donc, ça, en fait, c'est une chose. Quand on parle de l'IA générative dans les process, c'est une autre chose, en fait. Ouais. Et c'est là qu'il y a probablement de l'impact sur les métiers, de l'impact sur les compétences, etc. Ouais. Donc, il Mais faut vraiment bien distinguer les choses, parce que je vois des questions ouais. sur les cas Et là, d'usage. par exemple, Marie, j'ai vu 2 commentaires de Marie Vézy. Coucou oui, Marie, qui dit d'une part les bibliothèques de prompt très personnalisées par rapport au métier, ça marche très bien, absolument d'accord. Nous, c'est ce qu'on a fait. Une des personnes chez nous a créé des bibliothèques de prompt, les bibliothèques de prompt de DRH, les prompts des managers, les prompts de la communication, etc. Et puis aussi, c'est ce que dit Jean Côme, et lui, il appelle ça des promptatons, mais nous, on n'a pas forcément cette terminologie, c'est d'expérimenter, c'est d'embarquer pour expérimenter. C'est pour ça que je disais, un des premiers défis, c'est le fantasme. On croit que, mais non, il faut juste voilà, se détendre et puis il faut essayer. et justement, Juste... Anne, ouais, Ouais. vas-y, Jean, tu voulais compléter. Non, mais donc, en fait, dans ces... Je les ai prévenus, hein, vous êtes tellement ouais. passionnants. Non, mais dans notre approche, en fait, au départ d'événements et de promptatons et tout ça, l'idée, c'était aussi de se dire que, par métier, c'était de se dire que pourquoi attendre demain qu'on ait de l'IA dans Oracle, dans SAP, dans votre Workday, je ne sais pas ce que vous avez comme solution informatique. Pourquoi attendre demain alors que je peux déjà faire des petits bouts de process? Je dois écrire une job description, je peux le faire avec ChatGPT sécurisé. Donc l'idée, c'était de définir des cas d'usage de l'IA générique qui sont déjà des cas d'usage métier, parce que c'est ça qui permet aux gens de comprendre et de toucher du doigt la technologie, dans un contexte pro ou perso, comme le disait Anne, pour ensuite qu'ils puissent identifier les vrais cas d'usage où on va faire du développement, et ça, vous savez ce que c'est, le développement, c'est long, il faut de l'argent, ça prend du temps, Du etc. temps et de la volonté. Il faut un Voilà. Donc en business fait, case. donc, commençons tout de suite, quoi. Et dans les promptatons, je rebondis sur ce que tu disais là. Enfin, l'idée du promptaton, c'est de jouer avec la technologie. Donc, on fait gagner des prix. Les gens vont expliquer comment ils ont raté. Et donc, on crée cette culture de c'est bien, j'ai réussi, j'ai raté. On a des personnes qui sont très haut dans l'organisation. Je vais citer le cas d'un SVP, enfin d'un CMO de l'organisation qui a montré comme il était nul en promptant pour créer un article de blog. Et il a montré qu'il était nul et qu'il avait pris des formations, il a refait un post en montrant qu'il était meilleur. Et donc ça, montrer que on peut être David, Goliath, pardon, et s'améliorer, c'est aussi des messages qui sont très importants, quoi. Donc on essaie en fait voilà, d'utiliser un peu tous les codes des réseaux sociaux, hein, les gens qui font des challenges, qui nomment d'autres personnes, pour créer cette dynamique positive et ces émotions autour de l'utilisation de la technologie. Jean, comme dans ce que tu partages, il y a un élément aussi que je trouve intéressant. Alors, j'ai plus en tête l'étude qui démontre ça, mais on voit aujourd'hui qu'il y a une course aussi à l'évolution de ces technologies. Quasiment toutes les semaines, on a voilà, ces grandes firmes aujourd'hui internationales, qu'elles soient chinoises, américaines ou autres, qui nous montrent qu'il y a l'évolution de leur modèle. Et il y a une étude qui a été faite qui démontre que, en fait, peu importe l'évolution, j'allais dire, de cette technologie, ce qui fait la vraie différence, c'est la qualité du prompt. Et donc, vous pouvez avoir une technologie qui est peut-être moins performante, mais si vous êtes justement, vous avez développé l'art du prompting pour avoir un prompt, je dirais pas parfait, mais en tout cas qui répond le plus à votre besoin initial,
en fait, lorsque vous faites des tests comme ça sur les différents modèles, et je pense par exemple à GPT avec les différents modèles aujourd'hui qui sont gratuits et payants, eh bien, c'est vraiment le prompt qui fait la vraie différence. Et c'est en ça où, du coup, moi, j'ai une question pour vous deux, parce que Anne le mentionnait, vous faites partie du Labia, vous avez la chance, donc moi j'en fais partie, donc je bénéficie de ça aussi, de bénéficier des best practices. Quelles sont pour vous, justement, pour pouvoir passer quelque part de l'idée à l'action, quelles sont pour vous les actions que vous trouvez quand même assez efficaces et qui peuvent être partagées aujourd'hui à cette audience? Que vous-même et que vous n'avez pas expérimenté dans vos écosystèmes, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues Moi, je qui trouve que, sont en fait, inspirantes? le plus utile, c'est d'y aller en équipe, hein, je trouve. C'est-à-dire, si toute l'équipe s'y met et si toute l'équipe comprend que le manager de l'équipe comprend que faut être humble. On est en train d'apprendre à marcher, donc on va tomber. Il y en a certains qui seront peut-être un petit peu plus doués que d'autres, et donc ils doivent aider les autres. Et que c'est une matière qui est vivante. C'est-à-dire qu'on croit qu'on s'est prompté jusqu'au moment où on se rend compte que waouh, il y a plein d'autres trucs qu'on ne savait pas. Mais dans chaque équipe, vous avez toujours une ou deux personnes qui est encore plus curieuse que les autres, qui va être un petit peu plus geek que les autres. Et là, je pense qu'il faut les mettre en valeur et leur faire jouer ce rôle d'aider les autres à apprendre. Et moi, je pense beaucoup, je pense que c'est beaucoup par la collaboration et par l'entraide et par le collectif que ça marche. Nous, on le fait entre nous, tu vois. Nous, on a ce petit Oui. groupe, on s'écrit. Je vous donne un exemple. Ilem va dire ah, Perplexity a intégré ce truc là-dedans. Moi, je vais dire ah, est-ce que vous avez utilisé Notebook? On s'envoie des messages, en fait, parce que chacun découvre quelque chose. Et ce qui compte, et on progresse parce que, eh ben, on fait partager les autres de nos découvertes. Et ça se fait, je trouve, très bien au niveau d'une équipe, pourvu qu'on ait un manager qui ait compris cet aspect expérientiel et le fait que c'est une compétence qui se développe par la pratique. Mais aussi, effectivement, pas que par la pratique. Il y a aussi des choses à savoir. Moi, au début, franchement, on avait 0 guide de prompt. J'ai beaucoup plus galéré que je n'aurais galéré maintenant. Nous, on a fait un peu ça aussi. Enfin, par exemple, les promptatons qu'on a fait côté ressources humaines, donc ça a commencé pas mal par des équipes de leadership qui voulaient une demi-heure ou une heure dans un événement off-site qu'ils organisaient. Puis après, on a fait un promptaton avec toutes les équipes Global HR. Donc, au total, il y a eu 1500 personnes. Mais finalement, les gens, ils étaient chaque individu agissait sur un cas d'usage, recrutement ou développement ou je ne sais quoi. Et donc ça a très bien marché. Et puis après, en fait, il a fallu se réinventer parce qu'une fois que tout le monde était passé au travers de ça, on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Et donc, on a fait un format un peu différent où, en fait, on met les gens dans une situation où ils doivent travailler en binôme ou en trinôme. Et le binôme travaille sur le problème de l'autre. Enfin, par exemple, moi, je travaille sur ton problème, il aime, toi, tu travailles sur mon problème. Je te présente mon résultat. Tu critiques le résultat parce qu'évidemment, il n'est pas parfait. Et donc, on avance comme ça et ça te permet de te mettre dans une position où tu utilises l'esprit critique de quelqu'un d'autre pour avancer sur des cas d'usage précis de RH, quoi. Et ça crée aussi cette habitude dans une équipe. Donc, on faisait ça, par exemple, avec une équipe, je ne sais pas moi, les gens du Middle East, RH des Middle East. Et donc, ça crée un peu cette première petite habitude de on est ensemble et on travaille ensemble pour résoudre des Ouais, problèmes. ouais. Et la dernière idée que j'ai trouvée très intéressante qui a été mise en place par un manager, c'est d'institutionnaliser dans ces team meetings un 5 minutes de je partage mes prompts. Le meilleur prompt de la semaine ou quelque chose C'est comme ça. ça, c'est bien Et donc, ça. ça crée cette situation où, en fait, C'est ça devient un dynamique. sujet dans l'agenda, en fait. C'est ça. C'est dans l'agenda de l'équipe, quoi. C'est pas quelque chose qu'on fait sur le côté. Ça fait partie des priorités. C'est- Et moi, j'insiste beaucoup sur la maille de l'équipe parce que, du coup, si vous le mettez dans l'agenda de l'équipe, eh bien, on peut partager des découvertes, on va partager un nouveau bouquin, on va partager, je ne sais pas, un truc qu'on a réussi, on est particulièrement fier. Moi, ça m'arrive parfois, je fais un document et je suis tellement contente qu'il faut que je le dise à tout le monde parce que j'ai réussi à faire un truc que je trouve incroyable.
Dans ce que vous évoquez, on a aussi une réalité avec l'expérimentation de ce type de technologie dans nos environnements professionnels. C'est la part que l'on laisse aussi aux hallucinations, puisqu'on sait que ces technologies, alors elles progressent, mais on a démarré aussi avec la qualité des réponses produites, des hallucinations. Le sujet qu'a posé Anne, qui est très important aussi, qui est le sujet des biais. Euh, du coup, je me permets de le poser aussi, de vous poser cette question-là parce que j'ai vu qu'il y avait une question sur le chat sur les questions de recrutement, les questions d'éthique et de responsabilité aussi commencent à émerger au sein des équipes c'est sûr. et donc de l'entreprise. Euh, comment justement vous intégrez ces dimensions-là dans vos approches? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses spécifiques qui sont faites Je vais te donner un exemple. Tu vois, par exemple, pour le moment, à ce stade, je sais que notre responsable du recrutement avait testé plusieurs IA. Elle n'a pas été convaincue du tout. Et elle a dit, le tri de CV, ça ne va pas être fait par de l'IA. Parce que je ne veux pas donner la responsabilité à une machine, ce qui est contraire à ce que font d'autres entreprises. D'autres entreprises font du trait de CV avec de l'IA. Mais elle dit non, parce que avec les expériences qu'elle a faites, en fait, les CV que eux ils auraient retenus n'étaient pas ceux qui. Voilà. Bon, c'est un exemple, mais c'est important parce que en fait, je pense que de plus en plus, on se rend compte que l'IA va pouvoir faire beaucoup de choses. Et donc, qu'est-ce qu'on décide qu'on ne veut pas que fasse l'IA? Je pense que demain, ça va être aussi beaucoup des choses comme ça. Parce qu'on se rend bien compte que les compétences humaines qu'on pensait être du ressort de l'humain, maintenant, on a des études qui petit à petit montrent que c'est pas sûr, parce que par exemple, l'empathie, je ne sais plus quelle est l'étude récente qui montre que finalement, les IA sont perçus comme plus empathiques que les humains. Alors qu'on pensait que c'était une compétence humaine qui n'était pas du tout appropriable par la machine. Donc, Oui. Tu as raison, Anne, ça c'est un point important. Je me permets, au vu de tes partages, de mentionner deux choses. Il y a un retour, nous, sur lequel on fait un constat. Euh, les jeunes étudiants sont tous en train d'apprendre à faire des CV en format ATS. Alors, le format ATS est un format qui permet, lorsqu'on utilise justement un outil de recrutement avec un algorithme, de pouvoir étudier un CV, puisque c'est un CV basé que sur du texte, composé de mots-clés. Et donc, les étudiants sont de plus en plus formés à écrire, à rédiger des CV en format ATS. Vous avez aujourd'hui des demandeurs d'emploi qui candidatent dans un certain nombre d'entreprises et qui n'ont pas cette information et qui ne sont pas accompagnés. Et de fait, lorsqu'ils ont des CV comme les différents formats de CV actuels, ils ont ce sentiment que les entreprises ne recrutent pas. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait, par le déficit d'acculturation, quand les entreprises utilisaient effectivement l'algorithme, des CV qui étaient mis de côté, non pas parce que c'était par sélection, mais c'est l'outil, la technologie qui a privilégié de l'information qu'elle pouvait traiter et qui a écarté de l'information qu'elle ne pouvait pas traiter. Et donc ça, pour moi, ça fait partie aussi des informations, et c'est important de le mentionner, que lorsqu'on utilise de l'algorithme et donc dans son process recrutement, si la donnée d'entrée ne peut pas être utilisée par la technologie, de la discrimination peut être ressentie par les candidats. Donc il faut avoir une vigilance sur ce point. ouais. Ouais, à l'inverse, Sylviane, je crois qu'il y a des organismes qui mettent maintenant à disposition, je discutais avec des gens de chez Adecco, qui mettent à disposition maintenant de leurs clients, hein, donc des gens qui cherchent du travail, des outils d'IA générative pour leur permettre de passer de la voix au texte pour générer leur CV. Et donc, quelque part, de les accompagner, c'est des gens qui ne sont pas forcément lettrés ou en tout cas qui ne sont pas à l'aise avec l'écriture et d'utiliser ces technologies pour pouvoir rentrer dans les moules et les standards demandés par les entreprises ou les sites de recrutement, etc. Et donc, il y a aussi en fait une utilisation positive qui peut être faite de cette technologie. Mais oui, mais oui.
Mais c'est ça Mm. qui est intéressant dans ce qu'on se dit, c'est-à-dire que la technologie ouvre le champ des possibles et en tant qu'entreprise ou écosystème professionnel, elle permet de pouvoir, euh, que ce soit vis-à-vis des clients, consommateurs ou collaborateurs, imaginer un certain nombre d'opportunités dans l'amélioration de process, voire de création de valeur aussi. Mais il est vrai que un certain nombre, et on l'a mentionné tout à l'heure, Anne faisait référence à des populations, il y avait le sujet du genre, il y avait le sujet des générations, et puis aussi des filières professionnelles, que si la montée en compétences, l'acculturation, la formation sur ces dimensions-là n'est pas faite, à un moment donné, on peut avoir ce sentiment d'être écarté. Donc, il faut qu'on ait quelque part cette attention en considérant que si on veut que cet outil soit bien intégré et puisse être utilisé à bon escient, il faut en tout cas, penser à l'information et à l'accompagnement de tous, j'allais dire collaborateurs, demandeurs d'emploi, mais c'est vrai que c'est un chemin important, mais je pense qu'il faut toujours avoir en tête ce qu'on ne perçoit pas tout de suite. Et les cas de figure que je vous mentionne avec ce format ATS, c'est vrai que moi j'ai rencontré en tout cas un certain nombre d'entreprises qui n'avaient pas du tout identifié cet aléa et qui se sont vues comme ça avec un certain nombre de remarques portées par des candidats, justement en ayant le sentiment que là où on fait beaucoup de communication sur les seniors aujourd'hui, de par le vieillissement de la population, ces candidats seniors n'étaient pas bien accompagnés. En tout cas, n'étaient pas identifiés par ces entreprises. Donc voilà, il faut garder en tout cas une certaine vigilance. Ilham, je vois une question là, qui était dans le groupe, enfin deux questions qui étaient sur le sujet de l'IA et de l'impact euh, énergétique ou l'impact écologique. C'est une Oui. question qui est vraiment très importante, en tout cas pour nous, parce que vous l'avez bien compris, notre métier, c'est d'aider nos clients à être plus efficaces avec les ressources, quoi. Et donc, quelque part, un salarié de Schneider Electric qui lit dans la presse l'IA, c'est pas bon pour la planète, hein. Alors, je vous le simplifie au maximum, mais bon, parfois, il faut le faire. Et puis, il sait que Schneider Electric, c'est bon pour la planète parce que c'est un peu notre mission. Et donc, il peut y avoir un espèce de dilemme qui se crée, pas de jeu de mots, entre ce pourquoi il travaille chez Schneider Electric et la nouvelle stratégie du groupe qui est de dire on va faire de l'IA à l'échelle. Et donc pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Donc on a en fait une formation de 20 minutes qui a pour vocation, si je simplifie à fond, hein, c'est que quand vous allez dîner ce week-end chez des amis et qu'on va vous dire mais pourquoi Schneider fait de l'IA parce que l'IA c'est pas bon pour la planète, que la personne sache répondre et soit convaincue de la réponse. Et donc nous on considère en fait que l'IA c'est une solution technologique qui peut aider à adresser les enjeux de climat et supporter les technologies, enfin les solutions que Schneider Electric met sur le marché. Mais on a aussi un discours très clair, par exemple, on parlait de Copilot Web tout à l'heure, donc il y a des gens qui génèrent des images de chats avec Copilot Web. Donc dans notre formation sur Copilot Web, on explique bien quel est un bon usage de l'IA générative, quel est un usage sur lequel on peut se questionner de l'IA générative, de manière à responsabiliser les salariés. Après, ils feront leurs décisions. On joue un peu, on leur dit, mais si vous êtes meilleur en prompt, vous allez faire moins de prompt, vous allez consommer moins d'énergie. Mais donc, c'est une vraie question de manière générale et encore plus chez nous, chez Schneider Electric, vu notre positionnement sur le marché. Mm. Hélène, je vois qu'il y a des gens qui parlent. Jusqu'à quelle heure était prévu ce webinaire? Parce que Justement, il est 18h15 et on s'était donné 1 heure. Et donc, l'idée, si vous en êtes d'accord, Anne et Jean-Côme, parce qu'on a évoqué, et je vous en remercie, un certain nombre d'éléments au regard de ce challenge qui est la stratégie d'acculturation des entreprises. Moi, je voudrais en tout cas, pour clôturer cette session de questions, avant de regarder l'ensemble des questions du chat, puisque Jean-Côme a commencé à y répondre, on en a pris quelques-unes. Juste peut-être vous demander votre perception aussi de l'écosystème RH. Si vous aviez un message à faire passer à l'écosystème RH au travers de cette technologie, ce serait lequel? Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'ils sont sur la balle? Anne a partagé déjà quelques éléments, mais
Maintenant, on est en février 2025. Quelle est votre perception sur l'implication des RH autour de cette technologie? Je vais dire un peu mon feeling, c'est que je pense que c'est la, l'appétence de la filière RH pour l'IA est un peu à l'image de son appétence pour les technologies digitales en général. Voilà. Et donc, c'est pas la filière qui est la plus appétente, oui, sur ce sujet. Mais pour autant, elle s'y met toujours. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas croire que les technologies, elles sont adoptées en 1 an ou en 2 ans. Les courbes d'adoption de technologies, c'est sur plusieurs années. Donc, moi, je milite en faveur du fait d'accélérer l'adoption parce que je pense qu'il y a des gains à en tirer à titre personnel et à titre collectif. Mais faut pas être sur un mode panique du genre tout le monde devrait utiliser l'IA demain. Non, ça va se faire sur plusieurs années. Donc, je pense qu'il faut se détendre. Mais il y avait des gens qui disaient à un moment dans la période un peu inquiétante, c'était est-ce que vous allez être remplacé par une IA? Moi, je ne crois pas qu'on va être remplacé par des IA. Les IA permettent de faire un certain nombre de tâches, mais un poste, c'est un ensemble de tâches. Et donc, certes, certaines tâches vont pouvoir être remplacées ou accélérées ou améliorées, mais ce n'est pas l'ensemble du périmètre du poste. En revanche, je crois beaucoup à la reconfiguration et à l'évolution des postes, ça oui. Et donc, je pense que il y a un intérêt à s'y mettre maintenant et chaque fois que j'ai l'occasion de m'exprimer, j'incite à s'y mettre maintenant parce que quelqu'un a dit vous ne serez pas remplacé par une IA. En revanche, vous pourrez être remplacé par quelqu'un qui utilise l'IA. Voilà, c'est ça. Je pense que effectivement, je pense que les jeunes diplômés, parce qu'ils utilisent l'IA et les technologies, et bien finalement, ils arrivent à s'insérer sur le milieu de travail parce qu'ils ne sont pas encore très compétents dans leur domaine de métier, mais ils ont des compétences qui sont utiles à l'organisation. De la même façon qu'il y a des années, ils savaient utiliser PowerPoint et on mettait toujours les juniors et les nouveaux à faire des slides, etc., parce que personne ne savait faire des slides à l'époque. Là, c'est pareil. Donc, je pense que il ne faut pas stigmatiser des populations. Et donc, en particulier les RH. Les RH, elles s'y mettent à leur rythme. Mais moi, je milite à chaque fois que je vois des RH pour qu'ils s'y mettent plutôt plus vite que plus lentement. Alors moi, je vais être un petit peu plus direct. Vas-y. Non, moi, si je prends de manière générale, hein, je pense que en fait, les ressources humaines ont un rôle, comment dire, sont les premières personnes, première ligne de support en fait. Et donc, je pense que le niveau d'implication des RH, et je ne parle pas que chez Schneider, je parle de manière générale, le niveau de compréhension des IA par rapport à ce que ça devrait être est trop faible, en fait. Parce qu'en réalité, le rôle des ressources humaines, c'est d'aider les métiers à se transformer. Et donc, comment aider les métiers à se transformer quand il y a une nouvelle vague technologique qui arrive, si la fonction elle-même ne comprend pas et n'utilise pas ces solutions-là. Donc, moi, je pense que ce n'est pas du tout assez. Après, Anne, tu as tout à fait raison, hein, ça va prendre un certain temps. Mais en fait, en tout cas, on doit être en avance par rapport aux autres et je ne pense pas que ce soit réellement le cas. Non, mais ça, on est d'accord. Donc, je pense qu'il y a plus à faire. Mm. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que on lit, oui, le World Economic Forum, l'impact sur le travail, on lit George Bersin, je pense que tout le monde lit les publications de George Bersin, etc. Donc, on voit des modèles émerger de comment faire de l'analyse d'impact de ça sur les métiers. La réalité, c'est que les ressources humaines, aujourd'hui, à part dans certaines entreprises, ne sont pas impliquées sur les projets IA. Donc, première chose, c'est comment on fait en sorte que les RH aient une place à la table des discussions sur n'importe quel cas d'usage. Je suis une société dont je tairai le nom qui réfléchit sur ce concept-là. Ce n'est pas parce qu'une tâche est automatisable qu'elle doit être automatisée. Donc, en fait, il y a des tâches qui sont basiques, mais qui procurent de la joie à un salarié. À la fin, en fait, on ne veut pas faire des robots, on veut créer un environnement de travail où les gens pensent qu'ils ont de la valeur et ils sont contents d'être au travail. Donc, en fait, clairement, les ressources humaines ont une place à jouer
dans les projets. Je pense que c'est pas le cas, en fait. Dans très peu d'entreprises, c'est le cas. Je te remercie, Jean Com, et je vous remercie tous les deux. Et je vais conclure avec ça parce que c'est passionnant de vous écouter. On voit à quel point vous avez creusé le sujet, à quel point vous avez aussi expérimenté un certain nombre de choses qui vous font aujourd'hui, en tout cas, je pense, hein, tout ce que vous avez transmis à la fois et assez bien renseigné. Je te remercie, Jean Côme, parce que j'ai vu tout ce que tu as pu indiquer dans le chat avec toutes les références. Merci, merci pour ça. Moi, je vais conclure sur ça parce que ce que vous dites est très important. En fait, on est en train de travailler dans cette acculturation collaborateur, manager et RH sur trois sujets. Il y a le vouloir agir et donc qui va avec le vouloir apprendre. Le vouloir agir, vouloir découvrir. Donc, et il faut y aller. Et vous n'avez pas arrêté pendant cette heure-là à dire il faut y aller, allez-y, testez. Et de toute façon, même si vous ne faites pas bien, c'est la courbe d'apprentissage. Il y a le savoir agir et il est vrai que de pouvoir expliquer le champ d'action avec ce qu'on peut faire et ne pas faire avec ces outils, avec l'attention qu'on doit avoir aussi sur les sujets d'éthique, la confidentialité de la donnée, de faire attention lorsqu'on appartient à une entreprise aussi des données qui peuvent être utilisées à l'externe. On l'a peu évoqué, mais c'est important. Il y a des do's et don'ts sur l'usage de cette technologie. Et puis, il y a le fait de pouvoir avoir des terrains d'expérimentation. Et c'est vrai que le sujet de le faire en collectif, cette proposition de dire apprenez en équipe, créez-vous des rituels, et puis trouvez vous-même les cas d'usage qui vont vous aider, que ce soit à gagner en productivité individuelle ou à améliorer des process, voire même à créer de nouveaux process avec de la valeur ajoutée. En fait, c'est vraiment une invitation, et j'ai bien aimé ce terme, à un voyage qui vous permettra, doté de cette technologie, à la fois de vous forger une vraie opinion, mais aussi de voir concrètement ce que ça peut représenter pour votre filière professionnelle, d'autant plus quand vous êtes RH, et aussi pour votre entreprise. Et je crois que c'est ça, c'est cette invitation au voyage qui devrait permettre à chacun non plus de rester dans une position un peu passive, effrayée par toutes ces infobésités, mais d'inviter en tout cas un passage à l'action en regardant chacun ce que ça veut dire de pouvoir travailler avec ces technologies, un peu comme on l'a fait lorsqu'il y a eu Internet et qui nous a permis effectivement à tous de bénéficier à la fois des avantages, mais aussi des quelques risques. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Merci à tous. Merci Jean-Co, merci Anne, merci Merci, Hélène. voilà, de votre générosité, de votre temps. Merci à tous ceux qui sont restés avec nous. Donc, ce replay sera mis à disposition. Et puis, ben, maintenant, vous avez nos contacts. Si vous avez des questions, on continuera les échanges sur LinkedIn. N'hésitez pas à nous envoyer des messages. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous. Je vous souhaite une très, très belle soirée. À bientôt. Merci à tous. Bonne soirée. Merci, au revoir.